Il y a à peu près 1 million de personnes qui chattent sur la plateforme. Et pour la première fois, là, avec l'IA, on délègue l'intelligence. Et on avait un taux de croissance à 1% la semaine. Lève des fonds ou reste sur ton canapé. Je crois pas trop à l'IA capable de tout faire, mais supervisé par un humain, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Mes usages en IA, en spending, 4 000 € par mois. Nous, quand on a commencé Crisp, on se faisait un peu foutre de notre gueule à Paris. Et en fait, Crisp, dans les startups aux US, en tout cas, on est dans le top 50 des outils d'AI les plus utilisés par ces boîtes. Bienvenue dans Hors Prompt. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Jamin. Rapidement, pour le présenter, il a cofondé Crisp à 20 ans avec un pote. Et 10 ans plus tard, il a plus de 10 000 clients avec 0 € levé tout simplement et 30 personnes dans l'entreprise. Donc, si tu peux redonner un petit peu plus de contexte sur qui tu es. Eh ben écoute, moi je suis Baptiste Jamin, je suis CEO de Crisp. Donc, comme tu l'as si bien présenté, Crisp c'est maintenant une boîte qui a 10 ans. Que j'ai cofondé quand j'avais début de ma vingtaine, 20 ans. Et Crisp, on permet donc aux entreprises de communiquer avec leurs clients. Donc on permet d'unifier toute la gestion de la relation client en un seul endroit. C'est vraiment notre métier historique. C'est-à-dire que ton client, il t'envoie un mail, un chat sur ton site internet, du WhatsApp, peu importe. Nous, le but, c'est vraiment de pouvoir unifier tout le pilotage et la gestion de la relation client en un seul endroit. C'est vraiment ce qu'on fait historiquement et comme ça qu'on s'est fait connaître. On a des utilisateurs partout dans le monde. Il y a quasiment tous les pays où on a des utilisateurs. Donc c'est vraiment, même en France, une des marques en logiciel les plus utilisées au monde, Crisp. En ce moment même, là, il y a à peu près 1 million de personnes qui chattent sur la plateforme et sur un mois, ça représentait un peu plus de 120 millions de personnes. Donc tu vois, on parle quand même de gros volumes. Et on a fait un shift AI post-2020, même un peu avant la release de ChatGPT. Nous, notre mission, ça a toujours été de faciliter la relation entre les clients et les entreprises. Donc, le support client peut en faire partie, mais vraiment, on a toujours tout fait dans Crisp pour que tu puisses piloter ta relation client en automatisant le plus possible de choses, en self-service. Et en février, là, on a release Hugo, qui est vraiment la version AI first de Crisp. On a un peu créé notre propre concurrent après 10 ans. Vraiment une version hyper poussée de ce que tu peux faire avec de l'AI dans le support client et qui te permet d'automatiser plus de 70% de ton support, tout en étant hyper intégré et connecté à Crisp. Et voilà, on en est là. Et maintenant, on a la majorité de la user base de Crisp qui a switch vers Hugo. Ok, bah super. Un gros move pour nous après 10 ans. Ok, bah génial. On va reparler de tout ça. De toute façon, il y a plein de sujets dans lesquels on va rentrer plus en détail. C'est passionnant et surtout le switch que vous avez opéré récemment. J'aimerais revenir rapidement sur ton parcours. Donc toi, tu as fait École 42, c'est ça? Oui, exactement. J'ai commencé l'école 42, mais je l'ai pas fini. Ok, donc t'es parti au milieu, tu travaillais sur des projets du coup, ou en fait du coup tu t'es arrêté parce que t'étais en train de lancer Crisp du coup, c'est ça? Exactement. En fait, quand j'ai fait ma piscine 42, avec Valérian, qui est mon cofondateur sur Crisp et CTO de Crisp, on venait l'été de faire Crisp et de le commencer. J'ai fait ma piscine à 42. Et entre le moment de la piscine et le moment où vraiment j'ai commencé 42, c'est le moment où Crisp on est sorti sur Product Hunt. Ça a été un gros succès. Et donc après, quand j'ai commencé 42, en fait, j'ai assez vite compris qu'en fait, Crisp, ça allait être ma boîte pour des années. Et que ça servait à rien de continuer les études, quoi. T'as même pas eu le temps d'avoir un échec dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'était ma première vraie boîte. Par contre, après, je dirais pas que c'était des boîtes ou des startups, mais j'ai eu quand même pas mal de side projects et pas mal de cadavres avant. Hein. Comme tout le monde en faire fait. Crisp qui a bien marché, il y a eu plein de merde avant. J'ai fait plein de merde avant. Hein. Ok, bon. Certaines ont marché et d'autres franchement pas du tout. Ouais.
Ok, donc là, tu peux pas considérer, vu ta longévité au sein de 42, que t'as appris des choses là-bas qui t'ont permis de lancer ta boîte. Ah si, Aujourd'hui, t'es évidemment, quasiment j'ai appris autodidacte. un Si. tas de choses là-bas. Mais après, je dirais que j'ai quand même un parcours d'autodidacte. C'est un sujet intéressant. Toi, aujourd'hui, comment tu vois les études dans le monde avec l'IA qui va bouleverser énormément les jobs? Est-ce que tu conseillerais à des jeunes aujourd'hui de faire des études? Tu vas évidemment avoir un discours, enfin c'est très compliqué de se projeter, mais que tu aies un profil tech ou un profil business, aujourd'hui, comment tu vois les cartes se rebattre? Toi, tu n'en as pas forcément eu besoin. Ça veut pas dire que c'est forcément pas Bah, écoute, nécessaire pour certaines personnes. ça dépend de qui t'es, je pense ça dépend vraiment de ta personnalité. Moi, je sais que j'ai toujours été une personnalité autodidacte, limite à vouloir aller plus vite que la musique, et donc, j'avoue qu'un prof, moi, ça peut m'énerver, parce que il va pas forcément s'adapter à ma manière de réfléchir, et quand il va dire un truc, si ça m'intéresse, moi, je vais vouloir tout de suite beaucoup plus creuser très très vite. Et c'est en ça que j'adorais 42 parce que Ouais, il y a pas de prof. c'est vraiment, il n'y a pas de prof, mais surtout c'est une école d'autodidacte. T'as aucun frein sur l'apprentissage et t'apprends énormément des autres. Enfin, c'est hyper motivant et moi je trouve que ça m'a totalement recablé quoi. Et je trouve que ça prépare très bien pour l'AI aussi maintenant parce que ton cerveau est câblé comme un peu comme une AI quoi. C'est-à-dire que Ouais. rien n'est impossible. S'il faut apprendre des choses pour faire le truc, eh ben, c'est possible, quoi. Ok. Donc voilà, Donc, j'ai pas spécialement de conseils à donner. Il y a plein de manières d'apprendre. Après, je crois que le meilleur truc, c'est quand t'es curieux, quoi. Quand t'es curieux et que t'es passionné, bon, bah, tu vas y arriver. Il y a plein de manières de faire. Je suis pas de ceux qui diront qu'il faut drop out l'école, en tout cas, mais ça dépend des profils. Ok. Bon bah, en ouais, tout cas c'est intéressant, mais un peu il y normand a- comme réponse. non, Mais non, mais évidemment, non, mais c'est trop compliqué c'est un sujet trop complexe pour être tranché définitivement. Et c'est intéressant de voir quelqu'un comme toi qui a drop out, qui a eu du succès, donc ça a été un bon choix en un sens, et qui ne rejette pas non plus d'un bloc les études. Donc c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Si on reprend du coup donc CRISP dans le parcours global, ça fait quand même 10 ans, ce qui globalement est quand même assez long hein, à l'échelle d'une startup et d'autant plus dans les AI. Est-ce que tu disais que tu avais opéré récemment un switch assez important. C'est du coup, j'imagine, lié aux fameuses 100 000 lignes de code qui ont été effacées. Comment tu décrirais la timeline? Comment ça s'est passé sur ces 10 dernières années? Est-ce que vous avez eu des plateaux? Est-ce que il y a eu des bouleversements qui sont arrivés sur une période précise? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez douté? J'imagine forcément. Comment ça s'est passé l'aventure? bon, sur Crisp, on n'a jamais vraiment eu de gros plateaux. Mais l'aventure entrepreneuriale, surtout quand tu es une entreprise bootstrappée, tu es obligé de trouver les trucs par toi-même, tu vois. Enfin, c'est vraiment la vie de l'entrepreneuriat. La route, elle n'est pas toute tracée. Il y a des moments, il y a des bosses. Ça, c'est sûr et évident. Après, moi, c'est ce que j'ai aimé, si on doit faire la petite rétrospective sur 10 ans. C'est au fait, c'est ce que j'aime. C'est en tant que dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a jamais un seul jour qui est le même. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'IA, ça va encore plus vite. Ça va vraiment très très vite même. Mais quand tu es curieux et que tu aimes build des choses, c'est une époque fantastique en fait. Euh, mais voilà, le côté, il y a 10 ans, c'est vrai que le métier tel que je l'ai commencé il y a 10 ans, tel qu'on a commencé Crisp et tel que c'est maintenant Crisp, c'est plus du tout la même. Euh, D'ailleurs, c'est un truc qui est génial, c'est même l'ampleur qu'a pris Crisp après 10 ans, elle est énorme. Ça m'arrive d'aller sur des sites web et de me dire, ah mais tiens, en fait, ils sont Crisp, tu vois. Et ça arrive tous les jours. Donc ça, c'est déjà une vraie satisfaction de voir l'impact que Crisp et Hugo ont sur les boîtes, que c'est vraiment un outil qui est connu, reconnu partout dans le monde. Quand tu parles de Crisp à des boîtes, même à SF, bah, ils connaissent. Crisp d'ailleurs, et on parle beaucoup, tu vois, des boîtes d'IA, il y a des classements qui sont faits sur le top des boîtes d'IA. Et ben Crisp, en fait, on est une des boîtes en IA les plus utilisées par les startups. Il y a le fonds d'investissement d'Andreessen Horowitz qui ont fait un sondage mois d'octobre.
Et en fait, Crisp, dans les startups aux US, en tout cas, on est dans le top 50 des outils d'AI les plus utilisés par ces boîtes. C'est quand même dingue, tu C'est vois. intéressant. Un fonds d'investissement qui parle bien de vous alors que vous avez toujours refusé leurs avances. Ouais, mais après, c'est comme l'école, hein. Je suis pas sectaire, je suis pas sectaire. Mais, mais voilà, c'est voir l'impact que... Ça, c'est cool. Après, comme je te disais, pour revenir un petit peu en arrière, la manière... Enfin, mon quotidien est évidemment plus tout à fait le même entre avant et maintenant. C'est vrai que quand plus une entreprise scale, plus ton métier change. Mais c'est là où je trouve ça hyper cool maintenant à l'heure de l'IA, c'est qu'il y a tout change, surtout dans le monde du SaaS. On parle beaucoup de SaaSpocalypse maintenant. Je sais pas Ouais. si tu as déjà entendu Ouais. parler ce Bah mot, oui, mais oui. Bah forcément, avec l'IA, nous, on n'est pas impacté ça par ça, mais secoue. c'est sûr que l'IA, quoi qu'il arrive, dans toute la chaîne de valeur, dans toutes les entreprises, il faut réinventer un milliard de choses. Tu vois, en ce moment même, là où on se parle, on est en train de refaire tout le système de roadmap de Crisp. Bon, c'est full vibe codé, c'est très challengeant et très motivant, tu vois. Il y a des choses incroyables à build de nos jours. Et donc toi, t'as pas peur d'opérer des très gros switches, comme tu l'as fait du coup, j'imagine plusieurs fois tout au long de la vie de la boîte. Est-ce que tu considères que le plus gros, c'est effectivement ce gros changement dans le code et le fait d'avoir, de se penser comme une boîte AI native avec en repartant de quasiment zéro, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bon, après, les choses se font pas de zéro non plus. Moi, j'aime bien explorer Forcément. les choses. C'est-à-dire que Mm. avant de faire Hugo, en réalité, on a expérimenté énormément de choses. Il y a eu des proof of concept. Il y a de l'AI qu'on a mis dans Crisp aussi, hein, mais nous, en gros, dès 2022, dès 2021, on a commencé à faire des products ou des essais en products autour de l'AI. Donc en gros, c'était la RAG avant la RAG. Donc en gros, le principe de la RAG, c'est ce qui permet de faire des agents autonomes. On a commencé ça avant même que les LLM soient prêts pour le faire, tu vois. On a entraîné nos propres modèles sur les 3-4 dernières années. Donc tu vois, il y a eu énormément de progrès de fait, et c'est des switches qui se sont opérés petit à petit. Et là, avec Hugo, en fait, on s'est dit, bon, ok, toutes les briques techno qu'on voulait, elles sont prêtes. Tout marche, c'est parti. Et nous-mêmes, on aime bien aussi dogfood nos propres solutions. Et donc, Crisp, on est aussi parmi nos premiers users. Et donc, on aime bien qu'un produit qu'on lance soit utile à nous. Et quand c'est utile à vous, vous dites ça va cliquer chez les Exactement, quand clients. on se dit, Ouais. ok, ça marche bien, c'est ouf, ça solve, enfin, désolé des anglicismes tout le temps, mais Ça résout. ça résout un problème, et ben on se dit, on y va. Et ça, c'est super. Déjà, quand tu peux utiliser ton propre produit, et tu te rends très vite compte de l'impact que ça a. Comment on a fait avec Hugo? On a commencé à Donc Hugo, le travailler. chatbot, hein, pour que les gens comprennent bien. Alors, c'est plus qu'un chatbot, c'est vraiment un agent IA. Il y a Oui, quand même un- une distinction entre ce que fait un chatbot et un agent IA autonome. Mais en tout cas, cet agent IA, donc sur Crisp, on a eu du chatbot avant, bien sûr, mais là, vraiment, on est passé à un switch vraiment full AI sur Hugo, où tu peux vraiment donner des instructions à ton agent, lui donner des objectifs, il les résout en autonomie et il est vraiment front-facing à tes clients. Et si à un moment il comprend pas ce qui se passe ou juste qu'il a pas l'info, il se dit bon bah attends, je vais aller leur demander et il va escalader ça à ta team. C'est vraiment ça le changement de paradigme par rapport à un chatbot. En tout cas, on a commencé à peu près juin dernier à lancer le projet, à préparer la prod en tout cas. Ça a été d'abord une approche design pour nous. On a commencé à vraiment faire un design avant même de faire le produit. Et en parallèle, en fait, on a repris tout l'historique de ce qu'on faisait en AI sur Crisp. On avait des bouts d'AI un peu partout. On avait un produit de chatbot historique dans Crisp. Et en fait, ce produit-là, on s'est dit, bon, bah, ça peut être utile pour Hugo.
Parce qu'on a déjà des clients sur ce produit. Pourquoi pas utiliser ces clients pour lancer notre nouveau produit en fait. Et donc on a commencé par faire ça et faire un système de compatibilité avec notre ancien système de chatbot. Et après, au-dessus, on a build Hugo. Et derrière, une super adoption chez les clients existants. Et du coup, vous vous êtes dit, ça fonctionne bien, let's go, on pousse à fond. Ouais, on a travaillé aussi avec une méthode particulière où en fait, on commence en octobre, on release là février 2026. Et on a commencé à faire un test interne en septembre 2025. Et tu vois, la bêta interne, on l'a fait octobre 2025. Donc tu vois, très vite se confronter aux clients. Tu vois, quelques mois après les premières lignes de code, tout de suite, on commence à aller voir nos plus gros clients, leur montrer ce qu'on a et petit à petit commencer la bêta. Et s'en est suivi 3 mois, 3-4 mois de vraiment d'itération à partir du feedback de nos plus gros clients. Et il y a des trucs qu'on n'avait pas spécialement vus. Et c'est vraiment une manière pour nous de travailler qui a été différente. Vraiment un feedback loop avec nos clients très 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 proche. Et tu vois, tous les jours, c'était tapis roulant et on a implémenté vraiment ces feedbacks où chez nous, les teams, les différentes personnes, que ce soit au marketing, aux ventes, au product success, ont été en call avec les clients pour montrer le nouveau produit, Hugo. Et en fait, à la fin, on recevait, ils me reportaient tous les feedbacks et après, on a vraiment compris certaines choses à améliorer dans Hugo. Des choses assez bêtes, hein, mais par exemple, on a vu que certaines boîtes préféraient faire leur support elles-mêmes, du moins au début, et se sont dit, en fait, pourquoi pas avoir Hugo le soir et le week-end. Tu vois, on n'est pas prêt. Ouais, c'est intéressant. On tu peux pas avoir l'idée comme ça si tu en parles pas. Full AI tout de suite, mais on aimerait bien du coup que ça se fasse le week-end et le soir. Ok, on le fait. Ah, aussi, on aimerait bien que ça le fasse pendant notre pause déj le midi. Ah, pause déj le midi. Ok, on le fait. Ah, d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est un jour de congé dans notre pays. On aimerait bien que ça se fasse automatiquement, tu vois. Ok, j'ai compris. Et il y a plein de choses comme ça qu'on a fait. Et c'est ce qui permet vraiment, quand tu lances ton produit, en fait, tu as quelque chose, vraiment le jour J où tu fais ton lancement devant tous tes clients, tu as quelque chose qui soit bien pensé, bien conçu, fait pour ta user base, en fait. Ouais, non mais très clair, c'est marrant parce qu'en fait les gens ne font pas encore 100% confiance à l'IA, mais par contre quand t'es pas là, tu dis bon, au moins l'IA fera mieux que rien, donc je peux lui faire confiance et quand je suis sur la pause déj, quand c'est le week-end et que je suis pas dispo, là, ça sera pas aussi bien que si c'est fait par moi-même, mais ça sera mieux que rien. Ouais, on a eu des cas assez rigolos même où pendant la bêta, il y a eu tu vois, c'est une bêta, donc tu as des micro downtime, des petites choses que tu changes, des migrations pour préparer le lancement. Donc, on a eu vraiment des cas où il y avait quelques minutes de micro downtime, ce qui est rien pour une bêta, et des clients qui tout de suite te contactent. Ouh là là, Hugo, ça marche pas. Donc, tu vois, ça prouve que ils l'ont remarqué et donc ça résout un pain, un problème chez eux important. Et donc, Quand les gens sont énervés, quand ça fonctionne pas, c'est que t'as réussi à créer le besoin. Donc, c'est une bonne métrique de succès, c'est clair. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que donc c'est un produit avec énormément d'IA en son cœur. Forcément, j'imagine que vous devez vous appuyer aussi sur des modèles de Google, d'Anthropic, etc. pour nourrir ce modèle. Peut-être que tu me diras le contraire, mais j'imagine que oui. Et si c'est le cas, est-ce que du coup, comment vous faites pour surfer sur la vague de ces modèles qui se développent de plus en plus? Est-ce que dès qu'il y a une nouvelle release d'un modèle, je sais pas, chez Anthropic par exemple, ça fait un gros coup de boost sur Hugo? Ou alors est-ce que ça change pas grand-chose finalement? C'est intéressant pour des gens qui sont pas dans le produit, je pense, de voir le lien entre l'utilisation des LLM en tant que grand public et voir quelles sont les conséquences des évolutions sur un produit AI comme Hugo. Ok, donc aujourd'hui, il y a plusieurs modèles qui existent. Tu as des IA open source, tu as des IA comme Claude, comme OpenAI, comme Gemini,
qui eux ont des API à disposition des entreprises. Les modèles aujourd'hui, faut les voir comme des cerveaux génériques, capables de faire des choses, piloter des tâches, etc. Ils sont quand même capables de faire des choses et ils s'améliorent petit à petit. On va dire que le vrai changement en 2025, ça a été la capacité pour des modèles à faire des tâches en autonomie. Voilà. Donc, nous, comment marche en fait Hugo derrière? C'est que tu peux utiliser le modèle que tu veux derrière. Donc, tu peux utiliser de l'OpenAI, tu peux utiliser de l'Anthropic aussi, du Gemini. Tu utilises vraiment ce que tu veux. Et derrière, nous aussi, on a nos propres modèles parce que, en fait, pour répondre en autonomie à un client, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et en fait, tu as énormément d'informations. Les modèles d'IA, ils sont capables d'aller chercher dans énormément d'informations. Ce qui est hyper important dans le support client, c'est qu'en fait, tu t'engages quand tu donnes une information. C'est très important que l'information soit vraie et pertinente, en fait. Et donc ça, c'est notre travail, et de faire en sorte d'avoir des modèles d'IA qu'on entraîne nous-mêmes qui font ça. Donc du coup, quand tu as un nouveau modèle qui sort, finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que ce modèle a beau être potentiellement plus puissant, il est peut-être pas aussi entraîné que ce que vous avez pu faire sur l'ancienne version, et donc vous voyez pas le gain directement? En fait, Hugo, c'est un mix de modèles. En fait, un agent IA, c'est un mix de plusieurs modèles qui vont faire des choses en symbiose, en fait. Donc, pour certaines choses, on va utiliser de l'anthropique. Et en amont, on va utiliser nos modèles à nous, qu'on a entraînés. Par exemple, Ok. les LLM, ils font des petites hallucinations. Pas grand-chose, hein, mais même le meilleur modèle aujourd'hui du marché, qui est au puce de chez Anthropic, il peut te faire des petites hallucinations, tu vois. Voire même des grosses. Ouais, ça Euh, pose problème quand c'est des sujets aussi critiques que le service client. Ouais, on a eu un cas assez rigolo d'une hallucination qu'on a détectée. Opus s'est mis à faire une blague à un client en fait. Il a envoyé un lien YouTube d'une vidéo de Rickroll. En gros, Rickroll, c'était un meme sur YouTube Ouais. en 2007, je crois. Et en gros, dès que tu cliquais sur une vidéo sur YouTube, ça redirigeait vers la vidéo de Rickroll. Donc c'est devenu vraiment un super meme sur le net. Quel est le lien YouTube le plus populaire sur Internet et que du coup les LLM ont le plus vu? En fait, c'est cette vidéo en fait. Et donc Ouais, forcément, donc le il se base LLM, sur ce qui est le plus est-ce scanné. qu'il est sur ce dont il a été entraîné? À un moment, on lui a demandé une vidéo YouTube. Qu'est-ce qui sort? Ça. Vous avez eu d'autres cas Euh, un peu fous sur la partie service client ou non, ça, ça c'est va, pas un cas ça tient fou, bien? ça reste un cas, on va dire, rigolo. Et du coup, nous aussi, on a nos modèles à nous qui vont aller en amont de la réponse du LLM et après, checker des choses, vérifier des choses. Ouais. Ouais, mettre des garde-fous avec d'autres modèles Notamment qui des vont se superviser. garde-fous, pas que, et nous, ça nous permet aussi d'accélérer la réponse des IA. Et sur Crisp et Hugo, c'est vrai que quand on envoie un message, 5 secondes plus tard, tu as la réponse complète, quoi. Ok, très clair. D'ailleurs, ça me fait penser, je me posais une question plutôt sur la partie pricing et je trouve que c'est très pertinent dans le monde du service client. J'ai lu des tendances comme quoi le futur du pricing dans l'IA, ça pouvait être plutôt que de payer un abonnement X euros par mois, payer sur le résultat. Donc en l'occurrence, sur la partie service client, payer à la résolution du ticket, la résolution du case. Comment tu vois les choses là-dessus? Est-ce que c'est une piste qui peut être intéressante pour vous? Est-ce que c'est le futur ou pas forcément? C'est pas le pari qu'on a pris pour Crisp et pour Hugo. Pourquoi? C'est qu'en fait, il y a un vrai problème d'alignement. Ça part d'une bonne intention, l'idée d'avoir un paiement au résultat. Le problème, c'est que dans le service client, la notion de résolution est très subjective. Entre nous, la manière dont on va juger est-ce que la conversation elle est résolue ou pas, le client, est-ce que c'est résolu ou pas, la boîte, est-ce que c'est résolu ou pas, il y a peut-être 100 versions, définitions différentes de est-ce que c'est résolu ou pas. Et ça crée un truc aussi très déceptif
qui existait déjà dans le support client avant. C'est en gros, le client, il commence par demander quelque chose. Tu vois, par exemple, tu as un lead qui vient te voir, et il est intéressé par ton produit, ta marque, ta solution. Il est chaud, il commence à utiliser. Donc jusque-là, il n'y a rien à résoudre, tu vois, c'est juste un lead à aider. Et 24 heures plus tard, il te demande de l'aide pour setup ta solution. Il vient avec une question, deux questions, trois questions. Qu'est-ce que tu fais pour facturer? Tu factures une fois, quatre fois? C'est hyper subjectif. Donc nous, Ouais, on s'est c'est à dit... tiroir en fait, donc c'est compliqué. Ouais. Exactement. Tu as très bien résumé la situation. Et donc, nous, on s'est dit, en fait, on commence avec un pricing qui est token-based. En moyenne, une conversation sur Hugo coûte 5 à 8 centimes d'euros. Si tu as un client qui a un gros problème, naturellement, ça va tendre à être plus. Et si c'est moins, ça va tendre à être moins. Ça reste une baseline, quoi, une moyenne. Et ce que je trouve cool, c'est que du coup, tout n'est pas une histoire de résolution, en fait. Nous, ce qu'on voit, c'est que les marques qu'ont Hugo, donc la version AI de Crisp sur leur site, font que les clients comprennent très vite que l'agent IA, le bot, peu importe comment on l'appelle, il est utile, il est bien entraîné. Et donc, en fait, ils viennent poser plus de questions qu'avant. C'est pas forcément du vrai support. Tu vois, ils viennent pas C'est un forcément là assistant, parce quoi. qu'ils ont un Ouais. problème. Ils sont là parce qu'ils veulent set up quelque chose. Ça vient une porte d'entrée, en fait. Le support, Et du coup, il n'avait pas le temps de le faire avant. Il n'avait pas autant de temps disponible pour aider chaque client individuellement à l'accompagnement du produit. Et ça, c'est possible avec une IA. Donc en fait, c'est en ça que je pense pas que ce soit utile d'être à la résolution. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour résoudre des problèmes. On est là pour aider les clients. et sur des scénarios plus commerciaux autour de Crisp, il y en a moins, mais il y en a quand même. On en parlait lors de nos premiers échanges. Est-ce que là, ça peut être pertinent de dire si je t'amène un lead et que tu le convertis, là, ça peut faire sens? Ou pareil, t'as une approche similaire à ce niveau-là? Eh ben, on a beaucoup de marques qui le font. Euh, et c'est génial parce que tu aies beaucoup de leads ou peu, c'est vraiment pertinent d'avoir de l'IA. Par exemple, tu as des entreprises qui utilisent Crisp, ils vont avoir des leads qui arrivent le soir, le midi, le week-end. Bon, bah là, ton agent IA, Hugo, il est là et vraiment, il fait très bien le travail. Il connaît ce que tu fais, il connaît ta marque et il arrive vraiment à répondre à leurs questions et à faire même un bon SDR, quoi. C'est ça qui Donc pour quelques est centimes, tu peux récupérer des leads que tu aurais perdus parce que complètement. la personne Ouais. t'a contacté à 1h Et du matin. c'est hyper interopérable, hyper configurable. Tu peux, notamment avec la notion de MCP server, connecter ton Hugo avec ton agenda, avec tout un tas d'outils et automatiser ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est fantastique. Donc aujourd'hui, si tu es chef d'entreprise, quelle que soit la taille de ta boîte, est-ce qu'il y a forcément un scénario sur lequel Crisp est rentable? Alors tu vas sans doute me dire oui, mais est-ce que si demain, tu vois, je suis solopreneur par exemple, que je sois solopreneur ou que je sois dirigeant d'une boîte, d'une PME par exemple, est-ce que j'ai forcément un intérêt à mettre Crisp sur au moins un scénario? Quoi qu'il advienne, moi je pense pas que ce soit une bonne idée d'être full AI pour plusieurs raisons. Euh, Notamment sur une plus petite boîte. Quand tu es sur une petite boîte, en fait, ce que tu fais est en train de changer. Et t'as pas forcément, au début du moins, de product market fit. Et c'est hyper important de se confronter avec le réel sur tes clients. Ça peut être stressant parfois, ça peut être compliqué quand tes clients ne sont pas contents, mais il faut se confronter au réel. C'est très important de se confronter au réel. Une fois que tu as commencé à faire ce travail, là tu peux commencer à créer de la doc pour ton produit. Chris, par exemple, on a un système de documentation depuis 2017 et on a un produit de documentation qui est inclus à Crisp. Une fois que tu as fait ce travail de doc, ben là, tu peux avoir un agent IA dessus. Faut pas griller les étapes. Euh,
ce serait une mauvaise idée. Il faut avoir suffisamment de volume parce que c'est ce que tu m'avais dit aussi quand on avait échangé ensemble. Le fait de mettre de l'IA, c'est bien parce que ça te permet d'automatiser, mais ça t'empêche de prendre le pouls de ton marché, de tes clients. Forcément, si tu as un agent IA qui traite les demandes à ta place, par définition, tu vas moins avoir le feedback du marché. Exactement. Et c'est la même chose, de toute façon, si tu avais une vraie équipe de support client, en fait. Par exemple, chez Crisp, on a vraiment cette notion de all hands on support. En gros, tout le monde dans l'équipe fait du support. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu passes à côté de choses, sinon. C'est-à-dire que quand le développeur, il est à des kilomètres des clients et qu'il y a 3 strates différentes qui le séparent des clients, à savoir une team produit, une team support, il se rend pas compte que le bug qu'il fait ou le truc qu'il a pas spécialement envie de faire, la feature qu'il a fait qu'à 80%, bah, que ça fait chier tout le monde en fait. Et que quand il est confronté face au client, il voit très vite ce qu'il faut faire. Ouais, forcément. Quand un client vient t'engueuler, tu as le retour direct et tu comprends mieux. Et pas que t'engueuler. Et à l'inverse, c'est une dopamine énorme quand le client il dit oh là là, c'est génial. Le changement que vous avez fait, c'est génial, continuez comme ça. Ah, et d'ailleurs, juste une petite idée, l'option que vous avez rajoutée, franchement, c'est trop bien, merci. Mais est-ce que vous avez pensé à faire ça aussi? Tu vois, et ça, l'IA, c'est génial, ça automatise tout un tas de choses. Le client, il dira pas ça à l'IA. Ouais, c'est sûr. T'as envie de plus te confier si tu parles à un humain. Tu vas pas dire ce qui est génial ou ce qui est complètement nul à une IA. Tu vas essayer de rester un maximum factuel et tu n'auras pas les aspérités. Elle a beau être la plus empathique, la plus intelligente, avoir accès à la code base. Elle t'a fait un moonshot, tout ce que tu veux, elle prévient le client s'en fout, il va pas répondre. Ouais, c'est clair. Tu perds pas ton temps à faire du feedback pour une IA. Non, mais exactement. Exact. Et tu vois, exactement. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Tu te dis, le temps est précieux, je vais pas le perdre à partager ça à de l'intelligence qui n'est pas humaine. Non, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, donc du coup, admettons, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, ça serait quoi tes conseils que tu donnerais à un chef d'entreprise qui a voilà une boîte de je sais pas 10, 20, 50 personnes, qui a pas du tout pris le virage de l'IA encore et qui se dit bon, faudrait peut-être que je me bouge. Toi, ce que tu dis a priori, c'est ne sautez pas directement sur les solutions, prenez le temps de faire déjà les bons process manuels. Mais pour une boîte qui est déjà en place et qui n'a pas encore opéré le switch, c'est quoi les quick wins? C'est quoi les premiers scénarios, quelle que soit la structure en général, où tu es sûr que tu vas en tout cas avoir un ROI rapide? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut identifier quasiment systématiquement? On peut y aller quasiment les yeux fermés. Si le problème était aussi simple, je crois que tout le monde s'y serait mis. En fait, le problème, c'est que beaucoup d'entreprises, et même les plus grandes entreprises, tu vois, les boîtes du CAC 40, font des projets IA depuis des années et n'ont pas réussi forcément tout à trouver de cas utiles. Ouais. Par exemple, si tu es un artisan boulanger ou un restaurateur, je suis pas certain que utiliser l'IA va être utile pour tout, tu vois. Pour tout, non, mais il y a forcément des... Mais peut-être, en effet, ça peut aider à améliorer certaines choses, tu vois. C'est ça que quand tu es un artisan, tu fais beaucoup de choses toi-même, tes discours commerciaux, tes plaquettes, tes flyers, ça peut te permettre d'avoir un truc qui est bien écrit, vendeur, alléchant. Tu vois, ça, c'est pas mal. Après, franchement, ça dépend des cas d'usage. Moi, je trouve que déjà, un truc qui est dommage, en tout cas dans la vente, tout le monde se dit « Ah, ben trop bien, il y a de l'IA. On va faire du marketing avec. » Et moi, je suis souvent sur Instagram, comme tout le monde, je regarde les ads, mais c'est nul. Tu vois, comment on peut faire des ads aussi pétés, quoi? Tu parles des vidéos? Ah ben des ouais. carousels? Ouais, vidéos. Ouais. Il y a des vidéos, c'est nul. Après, s'ils continuent à run les ads, c'est que c'est des ads winners, donc... oui, ou alors ça va fonctionner. Tout le monde se fout de leur gueule en commentaire. Ouais, mais ils doivent y retrouver leur compte avec le ROI, hein. Mais c'est vrai que ça paraît fou, je te rejoins, hein.
Je pense qu'il y a un côté aussi fascinant parfois de tomber sur une ad fait avec de l'IA un peu mal faite. Peut-être que tu essayes de déceler ça, l'œil C'est humain pas essaie encore faux. de déceler ça et tu fais du watch time. Il y a peut-être ça aussi. Ouais, Le meilleur workflow, c'est humain en featuring avec l'IA. C'est les collaborations qui sont les meilleures. C'est pour ça que je crois pas trop à l'IA capable de tout faire de manière autonome, mais supervisé par un humain, ça pourrait aller beaucoup plus loin que ce qu'on imagine aujourd'hui. L'IA à 100%, c'est toujours une question philosophique, hein. Toi, tu crois que l'IA peut être vraiment créative? Tu le vois dans les réponses, l'envoi du lien YouTube, mais bon, ça dépend. Les LLM, moi, sur le code, je vois enfin, j'ai réussi à faire des choses quand même incroyables avec de la cryptographie, enfin, des choses vraiment complexes. Donc, je vois de quoi c'est capable, pour du code en tout cas. Mais le code est un langage. Pour ce qui est la génération artistique, je trouve pas ça ouf, franchement. En gros, de la musique, moi je suis à côté, je fais de la musique en amateur, tu vois, je fais de la guitare. Je trouve que les musiques générées par de l'IA sont pas excellentes. Franchement, pas excellentes du tout, même. Ça fait des trucs cool, hein, en vrai, mais c'est pas ça que j'ai envie d'écouter. Et pareil, pour la génération d'images, c'est pareil, je trouve pas ça ouf. Les use cases vidéo, je sais pas si tu as déjà utilisé Sora. Sora 2, mais très rapidement, c'est vrai que j'étais C'est plus pas. sur VO En vrai, 3. je trouve pas ça ouf. Après, c'est vrai que tu as des vidéos où c'est impressionnant, tu vois. Si tu runs le bon prompt, que tu réessayes plusieurs fois, tu peux tomber sur un truc très, très impressionnant. C'est impressionnant, mais je trouve pas ça artistiquement génial, tu vois. Après, je pense qu'effectivement, il faut bien connaître le domaine pour être capable de déceler les imperfections. Tu vois, moi, le domaine de l'image, de la vidéo, je suis pas un grand expert, donc je trouve ça impressionnant. À contrario, sur des sujets créatifs comme le copywriting, faire un hook d'une vidéo YouTube, je trouve pas effectivement que l'IA soit incroyable. Et je trouve que je le fais mieux à la main. Donc en fait, c'est pour des personnes qui sont pas dans le domaine, c'est très bien parce que tu peux arriver sur un 20-80, quelque chose de très satisfaisant. Mais c'est sûr que quelqu'un qui bosse chez Pixar, il va pas être Ah impressionné, en oui, tout non, cas mais aujourd'hui, après, là, on parle par du par domaine du Sora. artistique, tu vois. Les Ouais. artistes, c'est censé être les meilleurs d'un domaine. Euh, tu vois, c'est comme les vidéos Instagram. Enfin, entre les motion designers qui te faisaient des vidéos hyper léchées sur YouTube et la pauvre vidéo que tu fais sur ton TikTok ou ton Insta à l'iPhone avec un micro RAW. Et encore, est-ce que tu as un micro RAW? Je ne sais pas. Bah, tu vois, c'est pas le même genre de production de contenu. Et en fait, pour la vidéo Instagram, elle va convenir à 99% des gens. Et peut-être même qu'elle va convertir beaucoup plus, tu vois. Bon bah donc si on résume, l'IA pour la vidéo, l'image c'est pas terrible, la musique non plus. Pour les artisans boulangers, il n'y a pas tant de use case que ça. Au final, t'es quand même très conservateur, hein, mais sans doute, c'est intéressant. Moi je trouve ça Les chefs génial pour le d'entreprise, c'est code. pas Enfin, évident. moi, mon métier pour le code, c'est génial. Je suis pas Luc Julia, hein. Je dis pas que l'IA c'est nul, que ça sert à rien. Non, je trouve ça va changer énormément de choses. Je trouve que tous les secteurs n'ont pas trouvé encore leurs applications. Je trouve que pour les dirigeants, c'est un coach exceptionnel, l'IA. En perso, c'est absolument fantastique. Tu peux apprendre autant de choses que tu veux. Coach pour dirigeant, tu penses à quel scénario? Ça m'intéresse et ça va intéresser du monde. Moi, je Tu as Claude déteste à côté qui va l'administratif. te. L'administratif, c'est chiant à mourir. Donc, t'as ton il y a Claude à 36 000 côté, règles. t'as Tu Cowork. peux faire tellement de choses, de tâches administratives, tu vois, ça c'est cool. Tout ce qu'on appelle le travail d'analyse, de ce qu'on appelle les Excel jobs, tu vois. Bon, ça c'est pareil, tu vois. C'est top. Euh, mais Comment tu t'en sers au toutes les en- quotidien, toi? alors C'est moi quoi j'utilise tes scénarios? j'ai un budget juste pour mes usages en IA, en spending, enfin en dépenses, d'à peu près 4 000 euros par mois. Donc c'est quoi? C'est des SaaS, c'est des API, en Pour gros? de la Ça te génération de suffit pas le code. plan max? Ah non. Ah non, non, pas du tout. Tu crames, t'as combien de plans max avec Claude? Je paye au Tu fais du token, API? moi. Ah ouais, c'est pour ça que ça coûte plus cher aussi. Mais... Par exemple, pour le code, j'utilise principalement Cursor. Je dépense pas mal avec, mais ça fait le taf, donc ça me cause aucun problème. J'utilise un peu de Claude Code aussi, mais c'est pas mon outil préféré. Je fais de l'entraînement d'IA aussi, donc je loue des GPU pour ça.
Après, j'utilise pas mal ChatGPT pour le côté perso. Ok, donc là, tu es encore sur ChatGPT. Tu trouves ça mieux qu'un Sonnet ou un Opus aujourd'hui pour le perso? Euh, alors, ChatGPT pour du code est, je trouve, moins bon. Par contre, en fait, chaque modèle a des avantages et des inconvénients. Moi, je trouve ChatGPT un peu plus créatif. Donc, sur le Ouais, côté c'est ce qui est plus dit souvent. perso, je trouve ça très bien. Ouais. Même mieux, Ok. ouais. Plus créatif, même dans la manière dont il me répond, je dirais un peu plus empathique. Euh, en fait, avec ChatGPT, par exemple, je l'utilise parfois en voiture avec la voix. Maintenant, c'est Ouais. disponible sur CarPlay. Je peux avoir une vraie discussion orale avec ChatGPT, ouais. Ça m'arrive. Et donc, tu pourrais dire que ChatGPT t'aide à prendre des décisions stratégiques même pour ta boîte? Ou Bon, sans on va aucun pas doute, ouais. jusque-là? Ok. Ouais, donc Je sais t'as... pas si c'est stratégique, mais à prendre des décisions, c'est certain, ouais. Ok, donc il a vraiment le niveau potentiellement d'un coach ou de quelqu'un qui aurait du recul et beaucoup d'années de business. Bah, en tout cas, ça peut t'aider sur des sujets que tu connais pas. Ouais, non, ça c'est certain. C'est certain, c'est certain. Donc tu pourrais presque le faire siéger au board. Bon, alors déjà, on n'a pas un vrai board chez Crisp, mais en tout Non, cas, forcément, ouais. quand on décide d'un truc, en fait, on se dit, bon, bah, en fait, on avait un problème. Par exemple, là, notre histoire de backlog, j'ai testé avec ChatGPT, j'ai testé avec Claude. Les deux m'ont dit quelque chose d'assez similaire. C'était pas l'idée que j'avais initialement, mais au final, ça m'a donné une idée que je n'aurais pas eu sinon, en fait. Et c'est quelque chose que tu aurais pu avoir avant l'époque des LLM si tu avais fait beaucoup de recherches sur Internet? Ou pas forcément? Pas forcément, parce qu'en fait, en gros, là, notre histoire de backlog, initialement, je m'étais dit, je vais utiliser un produit comme Linear ou des issues GitHub. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion qu'au moment du vibe coding, en fait, c'est pas mal d'avoir tout dans un monorepo et qu'en fait, même les requests de tes clients, enfin les requêtes, désolé, j'ai une vandamite aiguë qui consiste à Pas parler de comme souci. Jean-Claude Van Damme et parler de temps en temps en anglais. Euh, les, les demandes de features des clients, c'est beaucoup mieux de les mettre directement dans des fichiers, en fait, des fichiers texte, parce qu'en fait, les IA, les LLM adorent le texte. Et en même temps, nous, humains, c'est des dossiers, tu vois, c'est du texte. Donc nous aussi, on peut déplacer quelque chose de la case du dossier to do au dossier done. C'est historisé aussi. Et donc, c'est bien pour tout le monde, aussi bien pour les IA que pour les, que pour nos humains. Moi, je pensais pas, tu vois, que des décisions importantes, ou en tout cas des décisions fondamentales, tu pouvais te faire aider de l'IA mais c'est intéressant de voir ta position là-dessus. D'ailleurs, si on revient sur le sujet qu'on n'a pas évoqué finalement des non levées de fonds, est-ce que c'est aussi lié au fait que voilà, vous voulez rester indépendant? L'IA peut assister aussi sur ces décisions stratégiques sans forcément avoir des personnes qui interfèrent. Il y a ce côté vouloir rester en petite équipe, rester autonome. C'est quelque chose vraiment dans ta philosophie aujourd'hui? Ah bah, t'imagines bien qu'en 10 ans, des opportunités, on en a eu plein. J'imagine. Si on lève pas de fonds, c'est que on n'a pas eu envie. Parce que des opportunités, on en a eu plein. On estime que c'est quelque chose dont on n'en a pas besoin. Si tu n'en as pas besoin, pourquoi le faire? Vous avez des grosses hésitations ou ça a vraiment jamais été une question? Non, si on a eu des hésitations, on a eu des demandes d'investissement dans CRISP énormes, des demandes de rachat énormes. Et finalement, on s'est dit, mais pourquoi faire? On adore ce qu'on fait, donc on continue comme ça. Mais Et oui, on a eu j'imagine. des énormes coups de pied au cul, ouais. Et c'est hyper excitant, je pense, de pouvoir encore décider de tout piloter, même si évidemment t'es dépendant de clients, de partenaires. Je pense qu'il y a très peu de boîtes qui sont bootstrappées aussi loin, en tout cas en France. C'est... Alors ça arrive, et heureusement. En fait, nous, quand on a commencé CRISP, on se faisait un peu foutre de notre gueule à Paris. C'était l'époque The Family.
Et donc, il y avait vraiment cette notion du go big ou go home. Si je traduis, en gros, lève des fonds ou reste sur ton canapé où tu feras une petite muse, tu vois. Genre un petit projet qui fait un peu d'argent, mais tu restes un gros tocard, en fait. Ouais, c'était Et l'époque, donc, on a 2012. été très clairement mis dans la case des gros tocards. Et pour traduire, c'est un peu, bah, s'ils lèvent pas de fonds, c'est que personne ne veut leur donner d'argent. C'était pas ça en fait, c'est qu'on ne voulait pas lever de fonds. Pour remettre dans le contexte, on était quand même très jeunes, donc on n'avait pas un avis aussi tranché que maintenant. Donc quand tout le monde te dit qu'il faut aller dans ce sens-là et lever des fonds et que c'est bien pour toi, tu commences à y réfléchir très sérieusement. On a été invité par une boîte maltaise qui s'appelle Hotjar à Malte, du coup, qui est une boîte complètement bootstrap. Et c'était la première fois que vraiment on voyait une boîte qui avait du succès et complètement bootstrappée. Et du coup, là-bas, il y avait que des entrepreneurs qui avaient bootstrappé, des advisors pour boîte bootstrappée. Et nous, on avait montré nos métriques à un ancien VC de chez Salesforce. Et il nous a dit, non mais les gars, ok, aujourd'hui vous faites 5000 de MRR, mais regardez en fait, je trace. En fait, si on prend vos chiffres là, dans un an, vous faites beaucoup plus. Parce qu'en fait, je n'ai jamais vu ça même. On avait un taux de croissance à même, je crois, 5 à 7% la semaine. Enfin, c'est énorme, tu vois. Donc, il me disait juste, bah, si vous continuez comme ça, là, c'est... Si j'étais vous, en gros, tous les VC qui vous contactent, vous leur refusez poliment. Voire même, allez leur dire d'aller se faire foutre, en fait. Parce que vous n'avez pas le temps. Vous avez un Ah business à ouais, faire tourner. c'est du temps. C'est un métier hein, de lever des fonds. Hein. Exactement. Et pendant ce temps, tu développes pas le business. Et alors, la courbe, elle a fini comment par rapport à ce qui avait été tracé? Eh ben, pile poil dans le mille. Ah ouais, donc il avait une bonne prévision. Exactement. Faudrait lui demander aujourd'hui où est-ce qu'il vous voit dans 2 ans. Ah, alors on n'a plus les mêmes taux de croissance qu'au début, mais ce serait intéressant en effet de le revoir, j'ai jamais pensé. Bon, bah, on va le contacter, on va lui demander s'il est capable de faire une deuxième prévision à succès. Ok, bon bah écoute, intéressant. Je veux revenir sur les sujets généraux autour de l'IA parce que parmi les personnes qui nous écoutent, ils se disent forcément, bon, on parle énormément d'IA. Concrètement aujourd'hui, c'est quoi les opportunités? Donc pour un chef d'entreprise, j'ai pas réussi à en avoir beaucoup, tu vois, Baptiste. Alors c'est pas qu'il y en a pas beaucoup, c'est qu'il y en a une infinité. C'est différent. Ok, donc on peut pas le standardiser. Je t'ai demandé quelque chose de standard applicable Mais si à tu beaucoup veux de faire boîtes. un truc qui est unique, enfin on est censé faire des boîtes uniques, faire des choses différenciantes. Si tout le monde fait la même soupe, en quoi t'es différenciant? Non, c'est sûr, mais pour une Il y niche a donnée, plein de choses. Enfin, l'IA pour du est un e-commerce. fait. Une boîte e-commerce, elle a zéro IA dans ses process. Si elle doit mettre, allez, un premier, c'est justement, elle met un chatbot support client, un agent support Et client. évidemment que tu fais ça. Mais ça, c'est évident. Et dans le e-commerce, je pense que aucune boîte ne s'est dit ça, tu vois. Évidemment, ils font un support client qui est depuis le e-commerce depuis 10 ans même. Non, par exemple pour du e-commerce, si on prend l'exemple, la description de tes produits, les images, pas forcément que tes produits soient AI generated, mais faire en sorte que les photos, tu mettes un fond blanc, ou tu vois, s'il y a des chaussures, qui a un beau fond blanc, ou alors, à l'inverse, si c'est un t-shirt, que un- tu puisses mettre ça sur des mannequins. Ouais, un bon showcase. Nous, on fait ça pour des marques. Exactement, ouais. Tu conseilles de l'internaliser ou de faire appel justement à une structure extérieure Ah bah, en en général, toi, général, de les ton côté e-commerce développeur, tu ont vas dire rarement les compétences en tech. Donc, je pense qu'il faut plutôt. Souvent, les e-commerce se basent sur des agences. Et donc, je pense qu'il faut plutôt l'externaliser. Ou alors faire ça avec du low code ou du no code. Mais en termes de marketing, ça peut améliorer en effet la description de leurs produits, les images. Après, je suis sûr qu'ils l'utilisent aussi pour la production de vidéos, parce qu'en fait, c'est ça la valeur ajoutée aussi d'un e-commerce, c'est tout le canal de distribution et de vente, en fait. Euh,
Ouais, donc sur des Mais scénarios qui font gagner du temps, mais qui sont pas forcément game changer pour toi. En tout cas, ça fait beaucoup d'économies, ça permet de mieux présenter, mais ça va être. c'est quand même game changer d'avoir une photo produit qui est hyper claire. Enfin, tu vois, des boîtes comme Airbnb, c'est vraiment un des trucs qu'ils ont craqué. Ça fait toute la différence entre avoir un produit clair et un produit pas clair. Donc demain, si tu es une marque qui a 1000 objets en vente, c'est compliqué d'avoir un Photoshop de 1000 objets. Ouais. Et puis si t'es sur du prêt-à-porter, des choses comme ça, tu dois booker les mannequins, leur disponibilité. Enfin, il y a énormément de logistique qui saute. Mais non, c'était plutôt mon point dans le sens où c'est quand même difficile de mesurer clairement le ROI, à part d'un point de vue logique économie de coût. C'est à moins que tu fasses de l'A/B testing sur la conversion effectivement entre un produit bien packagé et moins bien packagé, mais c'est des choses sur lesquelles on mesure pas forcément directement le ROI par rapport à du sales ou du customer service. Donc c'est pour ça aussi je pense que les gens ne se lancent pas tout de suite parce que Alors, c'est beaucoup de je suis business peut-être qui un peu pilotent pas bien la biaisé parce data. que moi, j'ai tendance à considérer, comme je viens du monde software et enfin, qu'à la base, je fais du code, j'ai tendance à considérer que dans tout business, on peut automatiser des choses. Mais ça, je l'ai toujours pensé comme ça, avec du code. Je pense qu'il fait la différence, et du coup, pour des entreprises où tu sais pas coder, des entreprises numériques Ouais, bien sûr. ou, Ouais, ouais. ou En sans vibe code. coding maximum. Voilà, donc par exemple, j'ai eu l'exemple il y a, on va dire, c'est 5-6 ans maintenant. Il y a un Nantais, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bossé pour une entreprise qui vend des charrues de tracteurs. Donc, Ok. boîte agricole, industrielle. À l'origine, comment ils font? Ils font leur vente dans des salons agricoles. C'est quand même cher d'aller dans un salon agricole. Ouais. Là, imagine ce qu'ils ont fait il y a 6-7 ans. Ils ont fait un genre de configurateur de tracteur, mais à la Tesla, tu vois. Ouais. Tu vois, avec des images en 3D, tu configures ta charrue, tu vois enfin, tes outils, tu choisis la couleur, la taille, tu vois le prix en live, tu vois, et tu te la fais livrer dans 3 semaines. Ouais. 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 Ça change tout. C'est et Euh, ça t'évite effectivement de te déplacer. Ils ont mesuré l'avant-après en matière de conversion? alors, ça fait longtemps, donc, mais oui, oui. Je saurais pas te retrouver le nom de la boîte, mais je suis sûr que si tu écris sur ChatGPT ou Gemini, ça te le retrouve en ChatGPT a 2-2. priori. Ok, bah, je vais aller regarder ça. Ok, non mais forcément il y a des scénarios. C'est simplement, moi je discute tous les jours avec des chefs d'entreprise qui n'ont pas encore forcément fait le pas et je les vois hésitants et ça me rend un peu fou parce que je me dis mais les gars le ROI de la mise en place d'un système à X milliers d'euros avec l'IA par rapport à des projets qui coûtaient des 50 000, 100 000, 200 000 euros au préalable, des gros projets informatiques qui étaient mis à la poubelle. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités et les gens paradoxalement n'ont jamais été aussi frileux. Je sais pas si toi tu le vois comme ça. Mais en fait, il y a beaucoup de gens dans la société française qui n'ont jamais touché à l'IA. Dans le monde, je crois que c'est un quart seulement de personnes qui utilisent de l'IA régulièrement ou qui ont expérimenté de l'IA. Et en France, je pense qu'on est à moins que ça. On doit être entre 10 et 15, si je dis pas de bêtises. Donc c'est faible. C'est-à-dire que beaucoup de gens, dans leur quotidien, en personnel, n'ont jamais utilisé de l'IA. Et pour le reste, ils ont essayé vaguement d'améliorer leur intérieur avec Gemini, tu vois. Mais alors qu'en Mais ils n'ont réalité, pas vraiment utilisé ce que l'IA a à leur offrir au quotidien. et donc toi Donc t'es ça, c'est convaincu dommage. que Mais pour moi, l'IA, même pour du... tant Vas-y, que t'as pardon. pas eu de déclic à un moment, ça sert à rien de forcer. Il faut d'abord utiliser l'IA, je pense, en perso, que tu y vois un intérêt. Une fois qu'après, tu as eu ce déclic, c'est facile. Et pour une PME, se lancer sur la mise en place d'un process automatisé avec des agents IA, c'est pas trop tôt. Tu confirmes, toi t'es convaincu, c'est le bon Non, mais une moment et PME t'as qui des fait grandes chances quoi? d'avoir du C'est large une PME, tu vois. dans les systèmes agricoles. Non, mais par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un cas où ma voiture a eu un dommage. En gros, il y a eu une inondation, ma voiture était morte, et donc j'ai eu un truc qui était assez pénible, c'est l'expertisation d'un véhicule. Donc aujourd'hui, les assurances, ou les experts, c'est quand même des domaines qui ont été
beaucoup automatisé. Avec du software, ils le font plutôt bien, hein, je trouve. Mais à la fin, tu as une expertise humaine qui... En fait, il faut que quelqu'un regarde la bagnole, qui est un peu spécifique. Donc, je ne suis pas certain que l'expertise, en l'occurrence, elle soit automatisable. Il y a un bout de truc à la fin qui va être automatisable pour eux, ça va être l'administratif. Et moi, j'ai tendance à dire que l'administratif, c'est le truc qu'on peut automatiser le plus. Ouais. Ouais, je suis assez convaincu. La seule barrière, en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on rencontre, c'est l'accès aux data. Si tu as plein de systèmes fermés, des logiciels propriétaires qui n'ont pas les API ouvertes, bah là, c'est un peu compliqué de faire quelque chose. Mais bon, la plupart du temps, tu as quand même beaucoup de choses à faire, rien qu'avec En ce fait, que le tu truc, récupères dans les c'est emails. éviter les trucs cons. En fait, dans toutes les boîtes, il y a des trucs cons. Il faut arrêter de faire les trucs cons, en fait. C'est Ce peut-être une sera opportunité avec l'IA, c'est d'arrêter de faire les trucs cons. Ouais. Ouais, non, mais c'est. Ouais, c'est. Et on peut C'est clair. l'utiliser aussi pour le côté créatif. Tout le monde n'a juste pas eu ce déclic, c'est tout. Et du Ça coup, va en tant venir. que particulier, si on a envie de profiter des opportunités autour de l'IA, je sais pas, t'as 20 ans, t'as 25 ans, tu sors d'études ou tu veux te reconvertir, est-ce qu'il y a vraiment des opportunités pour se lancer à son compte? Est-ce que toi, tu vois des choses, quelqu'un qui se dit, j'ai pas forcément envie d'aller dans le conseil, faire des choses des carrières qui vont Déjà, potentiellement être trouver une menacées? carrière avec l'IA. L'IA, elle peut comprendre exactement ce qui t'es et donc trouver un métier que tu n'aurais jamais eu idée. C'est pas facile quand on a 16 ans aujourd'hui, on va voir un conseiller en orientation pour te retrouver dans une filière 2 ans plus tard. Aujourd'hui, je trouve que l'IA peut être un excellent coach en orientation et précisément trouver le métier auquel tu n'as jamais pensé. C'est quand même génial. Et derrière, vendre des services IA à des boîtes en tant que freelance, etc., c'est des choses que tu vois qui peuvent se faire, selon Pourquoi pas? toi? Mais après, tout est pas AI en fait dans les métiers. Bien sûr. C'est Mais, comprendre le business avant tout. Et mais appliquer il l'IA. y a un milliard de possibilités aujourd'hui. Quand on, quand on se lance, c'est vrai que quand on a 18 ans, surtout qu'on n'est pas câblé comme, je sais pas quel âge t'as, mais on n'est pas câblé comme toi et moi, on voit le monde 31. différemment. Ouais, On a le on a même le âge même à peu âge. près, non? Ouais. Ouais. On voit pas les choses de la même manière. Donc, c'est sûr que quand tu as 18 ans, quand tu as pigé comment ça marche, moi, ça me fait marrer, tu vois. Je me fais souvent contacter par des jeunes sur LinkedIn ou sur X, qui ont un profil, mais hyper bien fait. Mais tu vois, c'est ridicule, mec, t'es prépubère limite. Enfin, t'as du duvet là. Arrête de me dire que tu vas faire plus 30% sur Crisp avec les leads que tu vas me filer, tu vois. Oh, slow down. Mais il y a de l'idée quand même, respect, tu vois. Bon, bah écoute, on arrive à la fin, on restera sur ces mots, mais en tout cas, plein de choses à faire. Bon, le conseil final, c'est si vous avez un doute, demandez à l'IA, aidez-vous de l'IA pour vous guider. A Ah, mais priori, selon complètement. Baptiste, il vaut mieux que ce soit ChatGPT. C'est l'apprentissage du jour. Alors Moi, c'est c'est vrai marrant, que je et suis tu vois, plus c'est sur pour ça Claude. que Hugo s'appelle Hugo. C'est qu'en fait, on voulait personnifier notre IA. Chacun derrière utilise sa propre IA. Nous, par exemple, on voit que certains vont se dire, ah non, mais sur Hugo, je préfère utiliser Gemini parce que vraiment, moi, je trouve que Gemini, ça marche mieux, tu vois. Alors que c'est pas spécialement ce que montrent nos benchmarks, tu vois. Mais peu importe, en fait, utilisez l'IA qui vous convient, avec lequel chaque IA a ses petits trucs en plus, ses petits trucs en moins. Bon, bah super, merci beaucoup Baptiste. Est-ce que tu as, t'as un mot de la fin pour conclure? Est-ce que... Qu'on vit une époque formidable, que l'IA, c'est un changement de paradigme qui est énorme. Pour moi, c'est plus gros que l'informatique. C'est peut-être équivalent à l'électricité, le moteur à vapeur. Euh, C'est plus gros peu- qu'Internet? C'est compliqué parce Oui. que c'est grâce à Internet. Ah Ah oui, ouais, c'est plus gros qu'Internet, ouais. Ouais, ouais. Bah oui, Ah parce ouais. qu'en fait, regarde, si tu prends l'agriculture, on a délégué, on va dire, la bouffe. Enfin, ça a facilité la manière de faire de la bouffe. Avant, on était vraiment 100% de notre temps à aller dans la nature, à cueillir et à chasser. Et là, avec l'agriculture, en fait, on arrive à maîtriser la nature pour
nous donner de la nourriture. Avec le côté la transformation bien plus tard après avec les machines, en fait, notre force mécanique, en fait, on la délègue aux machines. Et en fait, pour la première fois là, avec l'IA, on a déjà délégué la force, et là on délègue l'intelligence. Donc, Ce qui est plus une fort des même plus grosses qu'Internet. révolutions. C'est plus fort même qu'Internet, ouais. Donc, Bien bon, plus bah, fort. les prochaines années vont être dingues. Vous serez encore là, toujours sans investisseurs. Et puis, hâte de continuer à vous suivre. Ouais, D'ailleurs, ou Baptiste, alors si ça se trouve, on sera dans 1984, George Orwell, avec une espèce de super IA Skynet, et on ne sera que des espèces de fourmis à siroter du Coca-Cola, tu vois. Non, je sais pas. Je crois qu'il faut. t'es pas moi, très je suis une stressé nature à optimiste. ce sujet. Ouais, t'es pas. Non, après, ça me fait juste. Ça m'énerve juste parfois de voir le potentiel de ce que peut faire l'IA et qu'on l'utilise pas toujours à son plein potentiel. Mais je suis certain que les meilleures découvertes scientifiques des prochaines années seront découvertes grâce à l'intelligence artificielle. La Ouais. fusion nucléaire, des solutions pour de la santé, du vaccin, les solutions contre le cancer, j'en suis certain, ce sera grâce à de l'IA. Parce que Pour le l'IA peut changement tester climatique, ça va être plus positif que négatif, tu penses? sans aucun doute. Ok, c'est intéressant. Super. Sans aucun Ah, doute. Il y a beaucoup de gens sceptiques à ce sujet-là, mais moi je suis plutôt technosolutionniste, donc c'est mon pari. je comprends. Je partage ton avis là-dessus. Bon, bah écoute, merci Baptiste. Est-ce qu'on peut, pour les gens qui veulent te suivre, c'est quoi? Plutôt LinkedIn? Est-ce que tu veux rediriger les gens Eh vers ben, Crisp, vers le site? c'est plus efficace. Je suis pas si actif que ça sur LinkedIn, mais allez sur hugo.ai pour voir Hugo et l'installer pour votre marque. C'est exceptionnel, Hugo. Ok, bon, bah Et allez. et c'est vraiment le truc à utiliser pour vous mettre à l'IA en tout cas. Bon, bah super. Allez tous checker ça et vous allez être bluffés. Vous pouvez choisir ChatGPT, Gemini. Après, chacun choisit son modèle. Exactement. Parfait. On n'est pas sectaire. Merci beaucoup, Baptiste, en tout cas. Ciao, ciao. Merci. À bientôt. Ciao.